14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et nous allons revenir sur Octobre Rose, mais cette fois sous un angle différent puisqu'on sera en compagnie de Sandy Boulanger. Sandy travaille beaucoup sur le corps en souffrance et elle aide de nombreuses patientes à retrouver le juste rapport à son corps et notamment après une maladie invalidante ou un cancer. Et elle pourra justement vous aider à vous retrouver si vous êtes un peu mal dans votre peau. Parce que se sentir mieux, ça fait aussi partie de la guérison, il me semble. On pourra parler des difficultés à traverser durant l'épreuve de la maladie, comment aider un proche aussi ou une proche, que l'on soit son partenaire ou une amie ou un ami, ou même un parent. Et puis cette nécessité peut-être de la chirurgie réparatrice ou pas, parce qu'après tout c'est un choix personnel. Et bien sûr, on va parler des seins des femmes, parce qu'on ne le dira jamais assez, les seins sont le symbole par excellence de la féminité, symbole certes de la maternité, mais aussi attribut sexuel, et chaque femme, à travers le cancer du sein, va être touchée dans les profondeurs de son identité féminine. On en parle ensemble de tout ça, et je compte sur vous, bien sûr, pour nous rejoindre au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, Brigitte, votre message au 7 20 18. Merci Sandy Boulanger d'être avec nous. Je suis contente de vous avoir aussi pour parler de Octobre Rose, tout ce mois d'octobre qui est dédié justement aux femmes et pour les encourager à aller faire des examens, des dépistages, des mammographies. C'est important parce qu'on sait que si c'est pris à temps, la chance de guérison est énorme, alors que c'est souvent parce que c'est pris trop tard qu'il y a malheureusement encore des décès. C'est la première cause de mortalité des femmes en France. Oui, c'est vrai que maintenant c'est devenu un peu une institution, Octobre Rose, donc c'est pas du tout pour mettre en avant le côté glamour et paillettes. Nous, c'est vrai qu'à l'hôpital privé d'Antony, justement, on a fait une campagne où ce sont les soignants qui se mettent le cœur à nu et les patientes qui restent habillées, parce que c'est jamais drôle de traverser un cancer du sein, jamais. Mais par contre, c'est important de mettre en avant justement l'accompagnement des soignants, comment est-ce que les soins de support peuvent être là aussi pour aider à gérer tout l'à côté, et notamment les aidants. Et puis effectivement, se faire dépister, c'est important. Il y a de plus en plus de solutions maintenant qui sont mises en avant avec des bus de mammographie dans les endroits où il y a pas trop de soignants. On peut effectivement faire sa mammo sans avoir une ordonnance de médecin dans certains lieux de radiologie. Donc ça devient quand même quelque chose maintenant de vraiment beaucoup plus facile. Et puis il reste l'autopalpation. C'est vrai qu'on n'en parle jamais assez, mais parfois on se dit non, c'est bon, je fais ma mammo tous les ans. Oui, il y a aussi l'autopalpation. Tous les 2 ans, on a fait l'émission mardi avec des médecins spécialistes, notamment du cancer du sein. Alors, ce qu'il disait justement, que je trouvais intéressant, que la palpation, c'est mieux que ce soit le gynéco qui la fasse, parce que il a l'habitude de palper les seins et il va sentir mieux encore cette petite masse un peu dure, qui n'a rien à voir avec une petite parce que dans les seins il y a parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le cancer, évidemment. Oui, bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup d'ateliers d'autopalpation ou de palpation, c'est qu'on se palpe soi-même ou lorsqu'on est palpé. C'est l'apprentissage effectivement de changement d'aspect de la peau, du toucher, et puis dans les bustes que l'on a à chaque fois, dans tous les professionnels de santé, vous avez les différences de sensations sur un sein qui est sain, et puis un autre qui va être touché par différentes sortes de pathologies. Et effectivement, de sentir une petite boule, c'est pas toujours non plus signe de cancer, mais c'est effectivement signe de il y a quelque chose, on peut se voir, mais ça ne remplace pas effectivement le toucher médical ni la mammographie, ça c'est sûr. Bien sûr. Alors Sandy Boulanger, vous travaillez particulièrement en tant que somatothérapeute avec des personnes qui sont malades, qui sont atteintes de cancer. On sait l'importance de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, par exemple, à ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être autour d'eux une mère, une femme, une enfant qui est atteinte d'un cancer du sein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut aider? Comment on peut accompagner? Je crois que parfois, c'est justement en posant cette question.
en se disant qu'est-ce que je pourrais faire pour toi. Et c'est toujours une question qui est valable à l'instant, en fait. Et puis, c'est toujours changeant, parce que le propre de la maladie et puis des traitements, c'est que parfois, on va avoir envie de quelque chose, et puis, une heure après, on n'a plus envie. Et du coup, on va avoir du mal à exprimer aussi des besoins. Quand on a un proche qui est touché, on est aussi très malheureux, et parfois, on se sent très maladroit. On sait pas comment se comporter. Je pense qu'on aimerait tous des fois se dire je préférerais que ce soit moi plutôt que toi. Quand on a cet amour comme ça fusionnel, je pense entre une mère et une fille. C'est simplement de dire voilà, je suis très triste avec toi et qu'est-ce que je pourrais faire pour toi. Et c'est aussi du coup l'apprentissage en tant que patiente de se dire voilà, moi j'aimerais bien ça, ou là j'aimerais en fait qu'on parle d'autre chose, parce que ça aussi c'est important. On parle souvent du moral. Il faut avoir le moral. Bon, Brigitte, vous me connaissez, donc je vais vous le dire comme je le pense. Mon cul, oui, on peut pas avoir le moral tout le temps. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le moral parfois que du coup, on est contre les traitements et qu'on va pas aller dans un sens plutôt favorable. Donc, c'est cette acceptation-là aussi que des fois, on a besoin aussi de se livrer auprès de nos proches. Des fois, on a juste besoin d'être celui ou celle qui va entendre, sans conseil à donner, et de simplement pouvoir dire, je t'entends, vraiment, je t'entends. Merci de ta confiance, de me partager tout ça. Ça, c'est déjà énorme. Bien sûr. Mardi, j'ai eu 2 hommes, je crois, qui ont appelé et qui donc étaient touchés par le cancer de leur compagne. Et je me suis rendu compte aussi que pour eux, c'est une vraie épreuve, parce qu'ils ont peur, évidemment. Oui. Ils ont peur de perdre la femme qu'ils aiment. Ils savent pas trop comment se comporter. Est-ce qu'il faut aussi qu'ils acceptent que par moments c'est difficile pour eux, et peut-être oser en parler aussi à quelqu'un d'autre? Oui, en fait, les soins de support se développent maintenant depuis presque 25 ans, et on intègre depuis maintenant 10 ans énormément aussi les proches. Ces personnes qu'on appelle maintenant des aidants, mais c'est pas très vieux, ce mot-là, ce terme-là. On prend soin aussi des proches. Donc parfois ça va être effectivement des conjoints, parfois ça va être des enfants, parfois ça va être même des parents quand la personne est plutôt jeune, et parfois même des fois des amis. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment très très proches, et quand on a une amie qui est très touchée, on arrive aussi à pouvoir proposer justement des soins de support, donc qui sont de l'écoute, de la psychologie bien sûr, mais aussi des ateliers de bien-être, des outils, j'ai envie de dire, des outils de jardinage émotionnel pour cette période un peu extra, plus loin ordinaire, et qui n'est pas du tout enchantée, mais qui peut aussi offrir l'opportunité de se découvrir différemment et de tisser des liens différemment. Vous êtes l'autrice de ce livre, L'art du toucher, aux éditions de la Musardine, Sandy Boulanger. Dans le couple, continuer à se toucher, même si la sexualité est souvent mise à côté et on le comprend, mais se toucher, c'est important, j'imagine. Oui, parce que se toucher va être avant tout de la tendresse. Et puis parfois, il y a aussi des cas où certains traitements vont rendre le toucher très désagréable, parce qu'on va avoir une atteinte comme ça des nerfs. Donc tout ce qui est main, pied, ça va être très désagréable. C'est comme si on avait une décharge électrique pendant certains moments. Donc parfois, le toucher n'est même plus possible. Mais ce toucher va alors avoir lieu dans le regard, dans ses attentions, dans les mots qu'on va avoir. Et puis effectivement, s'il n'y a pas de douleur, de symptômes d'après traitement par rapport au toucher, c'est effectivement, oui, c'est se prendre la main, se regarder dans les yeux. Moi, je le dis très souvent, mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très fort qu'on fait rarement finalement dans le couple. Et je pense que cette tendresse-là, elle est fondamentale. Mais parfois, vous seriez surprise aussi, Brigitte, d'entendre que certaines femmes ont au contraire un excès de sexualité, qu'elles n'ont jamais autant fait l'amour que quand elles sont en traitement. Et je voudrais rendre hommage à ces femmes-là aussi, qui des fois se disent, mais en fait, est-ce que je suis normale? C'est dingue, j'ai jamais eu autant envie de faire l'amour. Oui, des fois, on a envie. C'est un peu aussi, justement... c'est un bel élan vital. Exactement. En fait, si la libido est un peu exacerbée, exactement, c'est une manière de justement de contrecarrer ce sort un peu thanatos, évidemment, oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. On remet de l'éros dans sa vie. Exactement. Et puis c'est un peu des montagnes russes quand même, ce traitement, c'est cet accompagnement
accompagnement. Donc parfois, voilà, on a un regain d'énergie et puis ça se canalise sur l'éros. Et puis parfois, on n'en a pas du tout. Et ça fait pas de nous une mauvaise personne que de ne pas avoir envie d'avoir justement cette pulsion sexuelle. C'est très variable, c'est très fluctuant. Eh bien, je suis ravie en tout cas que ce soit avec vous, Sandy Boulanger, qu'on termine ce mois d'octobre rose parce que vous êtes sur le terrain et avec beaucoup d'agapé, pour utiliser le terme de l'amour au sens large. On va faire une petite pause et on va revenir avec Tiffany justement qui a été touchée de manière assez proche justement par ce cancer du sein. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous et on fait une émission spéciale sur le cancer du sein à l'occasion de Octobre Rose, bien sûr, qui nous invite toutes à nous faire dépister, à faire des mammographies. Tiffany, merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, racontez-nous votre parcours. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Tiffany. Alors mon parcours est assez atypique parce que j'ai été touchée, oui et non, dans le sens où j'ai eu une mastectomie due à une erreur médicale. Donc on rappelle pour les auditeurs que du coup c'est le retrait du sein. C'est ça. Oui. Donc c'est votre mère qui a eu un cancer assez foudroyant, c'est ça ? Très agressif et très foudroyant avec ce qu'ils appellent un variant inconnu, c'est-à-dire un variant sur le gène qui est inconnu en fait pour les cancers du sein, mais très agressif. Donc on a perdu maman très rapidement. Vous aviez quel âge quand vous perdez votre mère ? C'était donc en 2018. Oui. Ah oui, c'est récent, oui. Et ça me donne toujours pas votre âge. Pardon, j'ai 43 ans, pardon. Vous avez 43 ans, donc vous aviez même pas 40 ans. Pas 40 ans, oui, quand j'ai perdu maman. Oui, on vous a fait une mastectomie avant 43 ans, c'est en effet très tôt. Oui, j'ai fêté mes 40 ans au bloc opératoire. Oui. J'ai eu 40 interventions en l'espace de 3 ans. 40 ans. Oui, ça peut, oui. Vous dites que c'était une erreur à la base, c'est ça ? Oui, en fait, on nous a demandé de nous faire dépister avec mes sœurs 2 fois par an suite au cancer de votre maman. Oui. Voilà, au cancer de maman. Ce qu'on a fait, et donc je suis allée passer une mammographie qui a détecté un sein un peu plus dense que l'autre. Donc on m'a fait, vu des antécédents, rentrer directement au parcours sein. Et de là, ils m'ont fait une biopsie avec les ganglions sentinelles. Donc ça, c'est le protocole normal, on va dire. Et arrivé au laboratoire, en fait, ils ont interverti mes résultats avec une autre patiente. Donc en fait, les résultats sont venus positifs pour moi, ce qui a engendré... on m'a dit que j'avais un cancer très agressif, qu'il fallait opérer tout de suite. Oui, donc là, forcément, vous avez accepté l'opération. Il y avait pas, ça paraît évident. Voilà. C'est fou ce que vous racontez. Ça paraît tellement impossible. Et pourtant vrai. Oui, c'est vrai. Et d'autant plus que j'imagine que l'autre qui pourrait, qui était donc avec un cancer agressif. Elle a pas été prise à temps tout de suite. Alors, si, en fait, la dame avait la tumeur, le sein était déformé, donc elle se voyait à l'extérieur. Donc, comme c'est revenu négatif pour elle, ils ont vu qu'il y avait un souci qu'ils avaient tapé à côté, entre guillemets. Et ils sont pas remontés jusqu'à vous, ayant vu que... Ils l'ont fait quand ils m'ont fait l'ablation. Trop tard, ils se sont rendus compte en anapathe qu'il n'y avait rien. D'accord. Et vous avez fait le choix de faire une reconstruction. Voilà, la question s'est posée avec mon époux, sachant que j'étais encore assez jeune. Il m'a soutenu vraiment dans toutes mes décisions de A à Z. Et donc, j'ai pris la décision de reconstruire. Et donc, vous avez fait une reconstruction par lambeau, c'est ça ? Alors, au départ, par lipofilling. Ok. Le lipofilling, donc on nous fait des liposuctions et on réinjecte notre graisse. C'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps. C'est ça, sauf que, moi j'ai eu énormément de complications, j'ai fait rejet sur rejet.
jusqu'au moment où j'ai un autre chirurgien qui m'a pris en charge et qui m'a dit stop, on met des prothèses. Ouais. Donc là, on a refait une reconstruction donc par prothèse. Malheureusement, les premières, je les ai rejetées. J'ai attrapé un staphylocoque. Ah oui, c'est quand même des complications sur complications. Et vous êtes comment avec votre féminin aujourd'hui, après tout ça? C'est très très compliqué. Que... Ça reviendrait aujourd'hui, je le fais pas. Je reste sans... Oui, mais ça, on peut le comprendre compte tenu de tout ce que vous avez traversé. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que si on vous dit il faut refaire ce parcours-là, on dit non. Mais si on vous dit refaites ce parcours, mais ça va se passer tout seul, vous voyez, c'est le problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que j'imagine qu'il y a un peu de colère. Enfin, il y a quelque chose de tellement injuste. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et beaucoup de colère, d'autant plus que c'est compliqué de se regarder dans le miroir. Votre compagnon est toujours là, il comprend. Est toujours là. Il a toujours été là du début à la fin. J'ai de la chance Ah non, Tiffaine, vous n'avez pas de chance. Vous avez un mari. J'en profite pour glisser quand même un petit message. On a toujours l'impression que quand une femme est touchée par un cancer, son mari va partir et l'abandonner, alors que l'inverse plutôt ne se fait pas du tout. Quand un homme a un cancer, sa femme reste dévouée. Bon, il faut quand même savoir que les derniers chiffres, là, il y a 2 ans, montrent que lors de cancer, 80% des couples vont être renforcés. C'est superbe. Il reste 20%. Dans ces 20%, il est vrai que il y aura des statistiques qui seront plus élevées pour les femmes, donc elles seront plus quittées que les hommes. Mais ce que ne disent pas les études, c'est pourquoi est-ce que les gens se séparent. Donc on a un imaginaire qui va nous laisser croire que les hommes, les salauds, les lâches, il y a une difficulté escarapate. Mais en fait, c'est pas toujours ça. Moi qui ai beaucoup entendu d'hommes qui étaient aidants justement et qui étaient malheureux de se dire que ils ont essayé de tenir, mais qu'il y avait une telle colère, une telle rancœur, une telle fermeture du côté de leurs femmes, qu'au bout d'un moment, oui, ils sont partis. Donc il y a des hommes qui partent, c'est sûr, mais comme il peut y avoir quelques femmes qui partent aussi. Donc vous n'avez pas de chance. Vous êtes avec un homme extrêmement... Un vrai, un bien. Voilà, un bien. Vous êtes en couple, Voilà. vous entretenez. On a énormément communiqué sur toutes les étapes et je l'ai impliqué dans toutes les décisions concernant les interventions. C'est ça, ça va dans les deux sens, hein, c'est vrai. Hein, c'est cette communication qui crée la force et la solidarité du couple. Hein. Mais pour revenir à votre corps, quand vous dites j'ai du mal à me regarder dans le miroir, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est à la fois le renvoi de toute la souffrance que vous avez traversée, et puis c'est en même temps des seins qui quelque part correspondent plus du tout à ce que vous aimeriez avoir. Moi, je crois qu'il faut essayer de voir comment vous pourriez justement vous les réapproprier et peut-être moi j'aime assez, je suis pas très tatouage moi, mais j'aime assez l'idée du tatouage dans ces cas-là, comme si c'était une sorte de, vous voyez, d'arme de guerre que vous pourriez afficher. Enfin, essayez de voir comment avec votre conjoint vous pouvez en faire quelque chose à nouveau qui soit le symbole de votre vie, de ce que vous avez traversé. J'ai pensé au tatouage pour cacher les 90 cm de cicatrices qui me parcourent d'un bout à l'autre. Hein. Oui, ça se fait. Et puis ce sont des spécialistes, hein, les tatoueurs. Hein. Donc ils ont un label spécialisé parce que voilà, il faut utiliser un système, une technique qui est très adaptée. Et c'est des créatifs. Hein, c'est extraordinaire. Oui. Ça pourrait être un chemin pour vous deux, pour vous avec votre mari, un projet de reconstruction. Alors du coup, qui n'est pas mammaire, mais qui est dans l'acceptation du corps de vous. Mais vous avez raison, Brigitte, aussi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a ces stigmates, ces blessures, mais injustes. Déjà que c'est pas facile quand on a des cicatrices, et même si on se dit, ça m'a sauvé la vie, c'est quand même difficile de les accepter, mais là, en plus, c'était une erreur, quoi. C'est difficile. Plus ça vous renvoie évidemment à la perte de votre mère. Enfin, vous êtes aidée actuellement, Tiffany? Oui, ça a été obligatoire. Je pense que Oui, et faites-vous aider le temps que vous avez besoin. Tant que vous avez besoin d'en parler, allez en parler, parce que c'est une triple épreuve, ce que vous traversez.
Et je vous remercie en tout cas de vous être confié à nous parce que c'est vraiment touchant tout ce que vous avez dû subir de manière tellement injuste. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de l'engagement sexuel dans le couple. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sandy Boulanger, on va parler de l'engagement sexuel dans le couple. L'amour existe dans de nombreux cas. Il y a l'amour filial, l'amour parental, l'amitié, bien sûr. Et le seul amour où il y a de la sexualité, normalement, c'est dans le couple. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a dans l'amour, entre deux êtres qui forment un couple, un véritable engagement sexuel. Dès le départ, et c'est cet engagement donc qu'il s'agit de respecter, et c'est le propos de ce Love Conseil. Donc ça demande quand même une petite réflexion quand l'un et l'autre se désengagent de la sexualité. Est-ce que c'est par manque de désir, parce qu'il a été voir ailleurs, et je crois que c'est vraiment important de comprendre que une intimité sexuelle, ça doit être maintenu coûte que coûte, peut-être pas en quantité mais en qualité dans un couple. Et attention, parce qu'engagement ne veut pas dire obligation, c'est donc dans une compréhension, un échange, un respect, et dans les attentes de l'un et l'autre des deux partenaires que ça doit se trouver. Donc c'est quand même une vraie question, cette notion d'engagement sexuel dans le couple, et je trouve que on a un peu tendance à mettre ça de côté dès que l'un des deux n'a plus envie, comme si on n'a plus envie, et puis voilà, donc il faut l'imposer de manière systématique. Je pense que ça pourrait être une nouvelle version du devoir conjugal, dans le sens où quand on est en relation, c'est le fait d'avoir une relation particulière. Alors après, on décide si on est fidèle ou pas. Puis c'est intéressant de se questionner, qu'est-ce que ça veut dire cette sexualité pour moi, pour toi, cette sexualité fidèle. Mais c'est aussi du coup de se dire que la relation que l'on l'a finalement avec pas beaucoup d'autres personnes, au moins uniquement cette personne ou quelques autres, mais ça a du sens. Et puis on n'a pas une sexualité, on a des sexualités tout au long de notre vie. Donc parfois on va avoir une sexualité qui va être plutôt très rythmée, très fréquente, et puis parfois pas, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas non plus un geste de tendresse. Et cette communication qui est la sexualité, elle peut parfois être aussi simplement sur d'autres plans, donc la connivence, la complicité, et puis ça peut se transformer sur cette intimité qui n'est pas toujours un acte sexuel pénétratif, mais qui est ce que l'on ne partage pas avec d'autres, ou en tout cas pas beaucoup d'autres, parce que c'est ce temps d'apprivoisement en fait de l'un et de l'autre qui crée cette magie de l'intimité aussi. Souvent on se dit avec les années, on se connaît tellement, on s'ennuie. Non, on n'est pas obligé de vivre ça du tout, et c'est ça que je retrouve dans ce que vous donnez comme Love Conseil, c'est de rester curieux de l'autre, d'avoir encore envie d'apprendre, de chercher, d'être émerveillé aussi, parce que finalement la sexualité, c'est pas seulement une pratique sportive adaptée, ça c'est souvent dans les débuts, mais après ça devient un art, c'est poétique, c'est joyeux, c'est festif, ça crée un moment quand même sympa de complicité. Donc moi je pense effectivement, je suis d'accord avec vous, ça passe souvent par la communication, mais parfois il y a des couples qui, leur moyen de communication, c'est la sexualité. Voilà, donc c'est important de bien le comprendre. Je vous propose qu'on joue sur Sud Radio avec Passage du désir aujourd'hui encore. Oui, parce qu'il y a ce pack de 5 objets Passage du désir à gagner pour peut-être passer de meilleurs moments d'intimité ensemble. Donc vous avez envie de gagner ce pack de 5 objets Passage du désir. Vous pouvez envoyer un SMS Brigitte au 72 018 par SMS donc, et l'un d'entre vous sera tiré au sort et repartira avec ces 5 objets de Passage du désir. On continue avec Octobre Rose et Rachida. Bonjour Rachida. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Rachida. Bonjour. Alors, vous avez eu, vous aussi, une ablation totale à 35 ans, jeune aussi. J'ai appris qu'il y a de plus en plus de cancers chez des femmes jeunes. Oui. C'est pas une bonne nouvelle, mais bon. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie d'en... Effectivement 35 ans, oui. Allez-y, qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire, justement ?
Moi, mon témoignage, c'était pour, à l'inverse de certaines femmes que j'ai pu rencontrer, j'ai pas le souvenir d'avoir souffert de la perte d'un sein ou d'avoir été mal à l'aise avec mon corps, en fait. Super. C'est que je me suis tellement sentie combative, parce qu'à l'époque, j'avais ma fille qui avait que 3 ans. Et j'avais tellement cette envie de vivre, tout simplement, puis surtout de la voir grandir. Je me suis beaucoup en fait, vous aviez un objectif. Est-ce qu'on pourrait dire que vous aviez un objectif plus important que votre esthétique qui vous donne? C'est ça. Hein, il y a quelque chose. Exactement. Ouais. Votre fille, c'était votre lumière au bout du tunnel, quoi. Oui. Et aussi. Exactement. C'est vraiment ça. Et aussi, Rachida, j'ai envie de vous dire quel rapport vous aviez avec votre corps avant. Comment est-ce que cette transmission de l'image de soi, l'acceptation de soi a été faite tout au long de votre enfance, de votre adolescence et de votre vie de jeune femme? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que je n'ai jamais, en fait, j'ai jamais été vraiment hyper bien dans mon corps, mais je n'ai pas non plus été hyper complexée. Ouais. Mais voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça, ça j'ai aide, pas forcément accordé beaucoup d'importance, je ne sais pas. Oui, il est certain qu'une jeune femme de 35 ans qui tout d'un coup, qui a toujours mis ses seins en valeur avec des super décolletés ou je ne sais quoi, enfin bref, et qui tout d'un coup on lui dit on va vous enlever un sein, je pense qu'en effet ça peut être plus difficile à traverser, évidemment. Ça dépend aussi de la valeur qu'on met dans ses seins. Et puis dans sa féminité aussi. Oui, bien sûr. Parce que et ça, c'est la construction de psychologie du développement. Hein. C'est que comment est-ce qu'on a investi sa sexualité, l'image de soi, son féminin. Effectivement, parfois, quand ça c'est déjà bien costaud, même si vous trouviez peut-être pas non plus magnifique, extraordinaire, mais bon, vous aviez quand même une bonne estime de vous, effectivement, l'idée de vous dire je me bats pour ma fille, effectivement, ça vous aide. Mais quand même, je pense un peu que en ayant eu cette base déjà bien structurée d'estime de vous, ça a beaucoup aidé parce que il y a beaucoup de femmes aussi qui sont jeunes ou qui ont des enfants en bas âge ou qui ont aussi d'excellentes raisons de se battre et qui pour autant vont être très marquées de la chute des cheveux, d'avoir des cicatrices sur la poitrine et ce genre de choses. Hein. C'est pour ça que c'est très très aléatoire aussi, c'est très variable et c'est une maladie qui vient de toute façon vous toucher sur vos failles les plus cachées en fait aussi. Hein. Oui, donc dans tous les cas, il y a toujours des séquelles, hein. Comme on dit, il y a toujours un avant et un après. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que tout va bien, que je suis contente, etc. Mais je pense que par rapport à d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, sur le côté, le rapport à mon corps, tout ça, je pense que je m'en suis bien tirée, entre guillemets. J'ai vraiment fait plus un travail sur les émotions psychologiques là-dessus. Et c'est vrai que j'étais pas quelqu'un de hyper féminine, comme vous dites, avec des décolletés, des robes, etc. Voilà, donc je pense que ça a joué effectivement. Je sais pas tant si c'est par rapport à l'apparence. Je pense vraiment que c'est cette structure d'estime de vous, en fait. Hein. Quand bien même vous auriez porté des habits qui mettaient en valeur vos formes, je pense vraiment que c'est beaucoup plus profond chez vous. Et tant mieux, hein, c'est que vous avez une bonne structure sur l'estime de vous. Et puis après, bien sûr que ça laisse quand même des séquelles, cette maladie. On a beau se dire parfois, c'est un peu comme un cadeau mal emballé. Hein, quand on est en mission, on découvre des choses. Et vous avez parlé d'outils de gestion émotionnelle et je vous en remercie, Rachida, parce que c'est vraiment toute l'image que je peux partager très souvent. C'est-à-dire qu'on va être là, tous les soins de support, on va être là pour pouvoir vous aider en fait à développer de nouveaux outils de jardinage émotionnel. Mais ce que j'entends aussi peut-être, Rachida, c'est que vous faites partie de ces personnes qui sont dans la vie et puis qui la traversent avec la connaissance du fait que dans une vie, il y a aussi des épreuves à traverser, quoi. Oui, en fait, vous avez bien cerné toutes les deux. C'est vraiment ça, c'est que effectivement, pour moi, le corps, c'est un véhicule. Et pour moi, le plus important, c'est plus les valeurs de famille, la survie, le fait d'être en vie, d'être en bonne santé.
Et donc pour moi, voilà, le corps a été abîmé, mais il a été réparé. Et c'était ça le plus important pour moi. Est-ce que c'est même toujours... si, effectivement, il y a des cicatrices. C'est toujours un corps de plaisir quand même? Oui, après il y a quand même. Alors, c'était pas comme quand voilà. Maintenant, j'ai 48 ans, donc il y a avec l'âge, il y a les séquelles beaucoup. Malheureusement, on n'en parle peut-être pas assez, mais les séquelles, vous savez, de la chimiothérapie, de l'hormone de thérapie. Donc en fait, on souffre beaucoup de ménopause précoce. Donc du coup, ça a une influence également, une conséquence sur le désir. Mais c'est plus des problèmes hormonaux que liés à mon corps, voyez. D'accord. Bon, ça, il y a des accompagnements qui sont prévus pour ce genre-là. Je pense notamment au niveau de la sécheresse aussi, de la vulve et vaginale. Et puis, bien sûr que les traitements peuvent avoir, l'hormonothérapie peut avoir des conséquences dramatiques sur le désir. Et il n'empêche, quand je vous entends parler avec cette pulsion de vie, cette joie de vivre aussi, c'est fort cette pulsion de vie. Mais la sexualité, c'est aussi une forme de pulsion de vie. Donc, ça n'enlève pas toute pulsion de vie. Et parfois, voilà, c'est juste parce que aussi vous vous dites, voilà, pour le moment, c'est pas la priorité, mais en tout cas, c'est pas pour autant que ça sera fini. Voilà, peut-être qu'un jour vous vous direz, si ça serait un sujet pour moi et pour mon amoureux ou mon amoureuse, et en tout cas, voilà, on reprendra le chemin de la délicatesse poétique, sensuelle et si j'ai bien calculé rapidement, votre fille, elle a 16 ans là à peu près. Exactement, c'est ça. J'étais très bonne en calcul mental et pourtant je suis une femme. Mais oui, et donc justement, vous en avez parlé, j'imagine, avec elle de ça. Alors, j'en ai pas parlé tout de suite, effectivement. Pendant les premières années, c'était un peu un sujet tabou avec elle. Oui, mais ça c'est normal, c'était un bébé. Mais aujourd'hui, elle a 16 ans, c'était un sujet, j'imagine, que vous abordez, parce qu'il faut l'aborder d'ailleurs. Exactement. Oui, tout à fait. Donc maintenant, elle a bien connaissance de ce sujet. Elle a également d'autres mamans de copines qui ont été atteintes aussi d'un cancer. Donc elle connaît bien le sujet. Donc voilà, donc je sais que je vais... les médecins m'ont conseillé, comme ma mère avait déjà eu un cancer et moi également. Donc ma fille va également avoir un suivi un peu plus jeune, un peu plus tôt que les autres en fait. C'est ça, oui, pour au cas où pouvoir intervenir le plus tôt possible. Parce que c'était ça. C'était ça le but de ma question. Et c'est vraiment important, je trouve, parce que j'ai appris qu'il y avait de plus en plus de cancers chez des femmes jeunes. On a tendance à... On conseille la mammographie qu'à partir de 50 ans. Et Christian Jamin disait que 40 ans, c'est bien. Et peut-être que dans le cas de votre fille, c'est même peut-être en amont qu'il faut être vigilant, bien sûr. Et je crois que ça, c'est vraiment... on a la chance quand même en France sur cette question-là d'avancer. Je rappelle que c'est quand même la mortalité la plus fréquente chez les femmes, c'est le cancer du sein. Je crois que c'est 14% des femmes qui vont... Alors heureusement, vous êtes guérie, Rachida, et il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent bien. Sur les 60 000 cas de cancer par an, il y a pas beaucoup de femmes qui vont malheureusement... on arrive à réduire le taux de donc là-dessus, on avance vraiment, et ça c'est formidable. Bravo pour la recherche d'ailleurs, qui reste toujours fondamentale à soutenir. Oui, absolument. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais ça reste un vrai sujet qui concerne les femmes. Donc c'est important qu'on en parle, et c'est important mais vous en êtes visiblement tout à fait consciente, donc c'est formidable. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de ce témoignage, Rachida, qui est un témoignage positif, et c'est important aussi qu'on ait des témoignages positifs. On fait une petite pause, on continue bien sûr dans un instant. Venez témoigner, quel que soit ce que vous avez envie de dire, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous, vous êtes somatothérapeute et on évoque le cancer du sein chez les femmes, mais je crois que vous voulez un tout petit peu dire que quand même il y a quelques hommes, bien sûr, pas beaucoup, mais... oui, parce que les hommes ont aussi des seins, des mamelons, et effectivement, il y a... Alors, nous n'étions pas d'accord sur le pourcentage. Moi, je dirais 2%, vous disiez 1%. C'est les chiffres qu'on m'a donnés, mais c'est pas quelqu'un dont je suis absolument certaine, donc je peux accorder 1,5% si vous voulez, ou 2%, ça donc ça me va bien. Oui, ça touche aussi des hommes, donc très faiblement, mais quand même. Et c'est important de pouvoir aussi les mettre à l'honneur sur cette maladie qui les touche pas beaucoup, mais qui quand même
font aussi. Et alors comment on le diagnostique chez un homme? Comment il s'en rend compte? Parce que c'est la question que je peux poser. Ils font pas de mammographie. En fait, ils peuvent sentir eux aussi une boule. Une boule un peu dure. Oui, exactement. Donc c'est le propre aussi de la visite médicale chez le généraliste. C'est pour ça qu'on se met tous en slip. C'est que ça permet de regarder tout ce qu'il y a, de pouvoir écouter pas seulement les. Sauf que les médecins, ils osent de moins en moins palper leurs patients. Ça devient compliqué. Justement, j'en parle parce que ça serait bien qu'on retrouve. Alors ils sont pas là pour palper, ils sont là pour ausculter en plus. Non, pardon. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on voit quand finalement un grain de beauté. Là il a une couleur un peu étrange. Vous voyez? Donc l'auscultation médicale du corps nu est fondamentale parce que il y a très peu de symptômes. On va tous se sentir plus ou moins fatigués dans notre vie en fonction des périodes. Donc la fatigue n'est plus un symptôme qui peut alerter. Donc oui, c'est la médecine, le médecin généraliste annuel, le check-up, comme on l'appelle. Check-up, absolument. On est avec Laetitia. Bonjour Laetitia, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Laetitia. Bon, vous aussi, vous avez subi l'ablation d'un sein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc il y a un an, donc une mastectomie totale avec un début de reconstruction immédiate. Ça se fait de plus en plus et c'est très bien, je pense. Tout à fait. Alors moi j'étais très très contente qu'on me le propose directement parce que pour moi psychologiquement, c'était pas possible que je sois à plat en fait directement après la mastectomie. Après, c'est vrai que c'est un début de reconstruction. Moi, vis-à-vis de ma poitrine, sur le sein non malade, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence qui, au jour d'aujourd'hui, quand même, m'impacte beaucoup. C'est-à-dire, vous n'avez, par exemple, vous n'avez pas de mamelon, c'est ça? Alors si, moi j'ai eu la chance de garder mon mamelon. D'accord. Simplement au niveau de la grosseur en fait, surtout. Sur la taille. Sur la taille. Il est plus petit. Il est beaucoup plus petit. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc là, on me propose une reconstruction donc la fin novembre, où là ils vont me changer la prothèse et ils vont m'en mettre une qui est un petit peu plus grande, plus grosse, et ils vont réduire quand même le sein à droite. Par contre, parce que ils peuvent pas faire autant. Voilà. D'accord. Oui, parce que vous avez plutôt des seins un peu imposants, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce qui forcément, évidemment, est particulièrement gênant, parce que si vous mettez un vêtement et que vous n'avez pas tout à fait la même taille, c'est ça. Alors, jusqu'à maintenant, on a la prothèse donc interne. On nous propose aussi des prothèses externes qu'on rajoute dans nos soutiens-gorge. Oui, mais enfin ça devient. Mais voilà, c'est un rappel. C'est contraignant, je trouve. Oui, puis c'est un rappel tous les matins quand vous vous habillez de ce que vous avez traversé. Donc à un moment donné, il faut mettre ça de côté, si je puis dire. C'est ça. C'est être à l'aise en fait dans son corps et puis essayer d'oublier un petit peu tout ce qui nous rappelle en fait au concert en fait. Oui, et c'est là où on voit quand même, Sandy Boulanger, vous avez raison d'insister là-dessus. C'est là où on voit que c'est pas n'importe quel cancer, puisque ça touche réellement notre apparence physique. Alors je sais qu'il y a des cancers dans le visage qui sont terribles, et ça c'est pas le sujet du jour. Mais les seins d'une femme, c'est notre apparence, quoi. Oui, c'est notre féminité aussi un petit peu en fait. Et ça se voit socialement. Parce que par rapport à d'autres cancers masculins, ça va se voir dans l'intimité, ça peut se voir dans l'intimité, dans la nudité, mais effectivement, habillé socialement, ça ne se verrait pas. Oui, tout à fait, totalement. Puis c'est l'effet miroir, en fait, c'est surtout ça. Moi, après, vis-à-vis des autres, je m'en fiche un petit peu, mais c'est surtout, je fais cette reconstruction, en fait, vraiment pour moi, personnellement, en fait. De toute façon, c'est toujours pour soi qu'il faut faire que ce soit une opération juste chirurgie esthétique, et d'autant plus quand c'est une réparatrice. C'est d'abord pour soi qu'il faut le faire. Faut pas le faire pour les autres, parce que c'est une relation de son corps par rapport à soi, bien sûr. Mais je crois que c'est vraiment essentiel, parce que c'est une manière de tourner la page, quoi.
Je pense que ouais. Moi, j'attends vraiment avec impatience cette reconstruction pour tourner la page en fait. C'est un petit peu la fin de tous les traitements qu'on a pu avoir, les différentes opérations, et je trouve que c'est la fin en fait un petit peu de tout ça en fait, et on repart en fait de plus belle quoi. Ouais. Laetitia, si on calcule entre le moment où vous apprenez donc, vous avez que vous avez un cancer et le moment où vous pensez en être vraiment, tourner vraiment la page, ça représente quoi, 2 ans de votre vie? Je sais pas, je dirais peut-être 1 an et demi. Je pense que vraiment, alors après ça dépend de chaque personne, je pense. Moi, on m'a annoncé le cancer en mars 2024. Oui. J'ai eu 2 opérations, donc des tumorectomies, et ensuite une 3e opération où là ils ont vu qu'il y avait beaucoup trop de maladies, donc on a fait une mastectomie en septembre 2024. Radiothérapie, j'ai eu la chance de pas avoir de chimiothérapie. Moi, je l'ai quand même relativement bien vécu. C'est un mal pour un bien, souvent je le dis. Et là, vraiment, j'attends cette fin de reconstruction pour vraiment tourner la page et pour pouvoir être mieux moi à mon corps. Mais au jour d'aujourd'hui, je me considère pas comme malade. Non, vous êtes guérie, de toute façon. Vous êtes en rémission, oui. Ouais. D'ailleurs, mardi, on avait dit qu'il fallait pas parler de rémission parce que ça voudrait dire qu'il y a encore une épée de Damoclès sur la tête, alors qu'en fait, non. Vraiment à quel moment il faut le dire ce terme en fait. Oui, mais moi j'ai envie de dire qu'on est tous en rémission parce qu'on va tous mourir, de toute façon. Oui. Vous voyez. Et je crois que c'est assez vrai, que je suis assez d'accord que c'est un terme qui est un petit peu mal. Faudrait trouver un terme plus positif. Non, a priori vous êtes guéri et surtout vous n'avez pas eu de chimio, donc c'était pas un cancer trop violent. Ça dépend en fait. C'est vrai que chaque cancer est toujours un peu. Donc il y a des trends, et puis après effectivement ça dépend. Mais vous avez quand même un suivi qui sera. Vous devrez faire des examens. C'est pour ça aussi, je pense qu'on parle de rémission, dans le sens où tourner la page ne veut pas dire on fait comme si ça n'avait pas été existé. C'est apprendre aussi à sentir son corps, continuer à faire. Et ça, c'est pas neutre, en fait, Laetitia, vous le savez bien mieux que moi. C'est de devoir faire ces examens de contrôle. C'est la boule au ventre, c'est peut-être les nuits d'insomnie avant. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'on n'y pense plus trop après, mais je pense que c'est les moments où on va avoir donc annuellement, on a un contrôle, mammographie, échographie, et c'est juste, je pense, à ce moment-là où on pense un petit peu négativement. Sinon après ça je pense qu'on avance. Et puis c'est du stress adapté, c'est tout à fait adapté, mais ce n'est pas le stress que vont avoir tout un tas d'autres personnes qui n'auront pas ces contrôles-là. Oui, en même temps, on est très différents puisqu'on entend des personnes qui vont pas faire de mammo parce qu'elles ont trop la peur de donc de toute façon, on est tous différents. Mais la vie continue et c'est comme ça qu'il faut toujours la prendre. Oui, moi je suis quelqu'un assez positif. Donc on entend bien. C'est très bien. Et aussi, ce que je trouve louable chez vous, Laetitia, c'est que on a cette belle pulsion de vie chez vous, et aussi vous arrivez à exprimer. C'est pas toujours facile, l'image du corps, mais vous faites avec. Totalement. C'est ça que je trouve merveilleux dans votre témoignage. Même si c'est pas top parfois, quand même. Non, c'est sûr. Surtout là, comme j'ai discuté avec ma chirurgienne, je suis dans une période un petit peu compliquée parce que la reconstruction arrive, donc dans un mois, donc c'est vite là, on y pense de plus en plus. Mais je pense que plus on approche de la reconstruction, plus on supporte de moins en moins notre prothèse qui a coqué, qui a fait, et du coup au niveau douleur, on la sent beaucoup plus. Et c'est vrai que du coup là on est vraiment dans la période où on a envie de l'enlever. Mais c'est un rejet quoi. Voilà. C'est le renouveau. C'est ça, le renouveau, tout à fait. Ça arrive, Laetitia, ça vient. Merci en tout cas de ce témoignage, merci beaucoup. On va faire la petite pause pour les infos avec la petite devinette pour que vous cassiez un petit peu la tête. Sandy Boulanger, sexuellement, à partir de quand on est sûr d'avoir toujours quelqu'un sous la main? C'est la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est Sandy Boulanger qui nous accompagne pour évoquer Octobre Rose en cette fin de mois d'octobre. Et c'est vrai que on en a beaucoup parlé dans tous les médias. Aujourd'hui, nous, on écoute les femmes qui témoignent de leur parcours. Et on voit que c'est des parcours à chaque fois différents, avec une manière de le gérer différemment. Mais je trouve avec beaucoup de chouettes témoignages. Oui, beaucoup de douceur aussi. Oui. Voilà, puis de cette énergie de vie qui reprend le pas. Et oui, c'est précieux. Effectivement, tous ces témoignages sont précieux. Je voulais parler aussi d'une initiative parallèle à Octobre Rose qui s'appelle 12%.fr. Vous pouvez retrouver tout ça sur sudradio.fr. En fait, c'est une femme qui a eu un cancer du sein, qui a eu l'idée de cette initiative, et elle en a fait un projet artistique assez atypique. Au départ, elle a fait poser quelques amis entièrement nus, et c'est comme ça qu'a démarré le projet. Alors son message, il est simple, il est efficace. C'est pour justement aider les femmes à traverser cette épreuve. Et au départ, il devait y avoir quelques images, et puis le projet maintenant a déjà touché 700 personnes, 700 personnes des 4 coins de la planète qui ont accepté de poser nus. Il y a eu des expositions à Aix, à Marseille, à Lyon, un livre qui a été édité et plusieurs milliers d'euros qui ont été récoltés au profit de l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Voilà. Alors la porteuse du projet, en fait, elle a souhaité donc des nus qui considèrent que cette maladie est une atteinte à la féminité, et comme elle touche toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur catégorie sociale, professionnelle, etc. La nudité, c'est une sorte d'uniforme. Elles sont toutes nues, mais on ne voit pas spécialement leur visage. Les images sont traitées assez particulièrement, ce qui permet un anonymat total. Voilà, donc si vous avez envie de regarder ce joli projet, vous allez sur 12%.fr ou vous allez sur sudradio.fr. Voilà, donc je voulais en parler parce que c'est aussi un projet qui visiblement touche beaucoup de femmes. Oui, ça permet toujours aussi de revenir un peu sur l'estime de soi. Et puis, quel que soit du coup ce qu'on traverse, on a besoin d'un groupe d'appartenance, c'est en psychologie sociale. Donc de se retrouver avec des gens aussi qui sont là ensemble et qui sont dans ce mouvement, on a vécu la maladie. Alors ce sont pas que les femmes qui ont accepté de poser, sont pas toutes des femmes qui ont eu un cancer. Mais elles connaissent, elles sont sensibilisées à la cause. Voilà, c'est ça. Donc elles ont forcément quelqu'un dans leur entourage. Elles sont solidaires à la cause. Voilà. La petite devinette déjà, Sandy Boulanger, sexuellement à partir de quand est-on sûr d'avoir quelqu'un sous la main? C'est pourtant, qu'est-ce qu'on fait avec sa main sexuellement? Oui. Je dirais à partir de 2 ans. Quand on se masturbe. Oui, c'est ça. Donc sexuellement, on est sûr d'avoir quelqu'un toujours sur la main quand on se masturbe, grâce à la masturbation. Mais c'était pas un âge que vous vouliez? Mais non, sexuellement... j'étais dans la masturbation, mais je me disais, tiens, 2 ans. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai peut-être mal posé la question. Non, c'est moi qui l'ai mal compris. J'ai l'esprit tordu. On y arrive. Eh bien, ce n'est pas une femme, mais c'est un aidant. C'est comme ça que vous appelez les personnes qui sont proches de quelqu'un. Oui, un proche aidant, oui. Donc Martin, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Martin. Alors, c'est qui autour de vous qui a eu un cancer du sein, Martin ? Alors pour le coup, j'ai une grand-mère qui par le passé en a eu un, mais donc que j'ai très peu connu parce que j'étais très petit. Mais plus récemment, c'est ma tante. C'est ma tante qui en a eu un et qui du coup a subi une ablation totale sur un de ses deux. Donc c'est la fille de votre grand-mère. C'est ça, exactement. Mais du coup, du côté opposé. Donc c'est pas l'hérédité qui a mené à ça. C'est du côté ma tante maternelle et c'était ma grand-mère paternelle qui a été touchée. D'accord, oui. Donc c'est une deuxième cas dans votre famille, mais en même temps ça n'a rien d'héréditaire. Oui. C'est ça, ouais. Les deux branches, du coup, pour le coup, du côté du père et de la mère, ont été touchées. Et vous, comment vous avez vécu ça, alors, cette annonce-là de maladie? Vous êtes proche de votre tante? C'est vrai que pour le coup, sur le coup, en fait, on en a que très peu entendu parler. Moi, je pense que j'ai été mis au courant assez
tard dans le processus. Hein. Je pense qu'elle avait même déjà eu l'ablation quand j'étais mis au courant. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés, presque même cette sensation d'avoir presque été mis de côté. Mais au final, c'est nous qui n'avons pas spécialement posé de questions. Hein. Après, c'est normal aussi dans la posture d'enfant, hein, parce que bon, j'étais adolescent à l'époque, j'avais 14, il me semble, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on a été mis au courant tout de même. Mais presque courant, après coup, je crois, si je comprends bien. C'est-à-dire une fois qu'elle était guérie. Mais même pas via elle finalement. C'est-à-dire on nous a dit au fait il y a Tata qui traverse un truc dur. On nous a mis au courant un peu comme pour excuser certaines choses alors qu'il y avait rien à excuser parce que la preuve nous on n'avait pas spécialement remarqué. Donc c'est quand même qui Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais vous auriez préféré être mis au courant plus tôt. Enfin, ou est-ce que vous témoignez pour montrer à quel point finalement c'est encore quelque chose d'un peu tabou. On l'annonce pas comme ça, comme. Justement, en fait, moi c'est pas tellement le fait qu'on me l'ait pas dit. Ça m'a pas dérangé. C'est le fait plutôt que d'autres personnes en parlent pour elle. J'étais plus, si jamais elle veut m'en parler, avec plaisir, parce qu'elle traverse quelque chose de dur et moi ça me fait plaisir d'être là pour mes proches. Mais c'est vrai que c'est plus le côté l'apprendre par quelqu'un d'autre que elle, qui est peut-être plus frustrant de se dire pourquoi vous prenez la peine de nous dire si elle nous l'a pas dit, c'est peut-être qu'elle n'avait pas aussi, peut-être qu'on la voit via ça. Ça peut être une envie personnelle aussi, peut-être qu'on soit pas mis au courant, mais peut-être qu'elle avait envie de justifier certaines choses. Peut-être après, j'avoue, c'est peut-être flou dans ma tête. Peut-être qu'il y a eu certaines absences à certains repas de famille que j'ai pas forcément remarqué et que c'est ça qu'il voulait justifier. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié en discuter a posteriori de comment elle avait ressenti les choses, comment elle avait traversé ça. Ça, par contre, pour moi, c'était important. C'est vrai que en être mis au courant sur le coup, je sais pas si c'est toujours important, ça c'est propre à chacun et peut-être plus propre à la personne qui est en train de traverser l'épreuve, mais je pense que c'est important aussi pour l'entourage de comprendre comment elle l'a traversé, de savoir comment elle l'a traversé a posteriori, tout du moins, de le savoir à un moment, je pense que c'est important. Peut-être que le timing n'est pas forcément important, mais de le savoir à un moment, je pense que c'est quelque chose qui joue effectivement. Ce que je me dis dans ce que vous nous partagez, Martin, et merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est délicat, c'est intime, c'est sensible. C'est que vous dites, peut-être comme ça, d'emblée, vous auriez dit, c'était être un peu mis de côté. Vous n'étiez pas dans le coup. Et donc, ça a été un peu après coup. Et malgré tout, ce qui vient derrière, c'est que ça vous a permis d'avoir aussi un moment de complicité, justement d'intimité, un peu plus profond certainement avec votre tante, lorsque vous avez pu en parler avec elle, sur ses ressentis. C'est comme si ça avait labouré un peu ce champ émotionnel, et puis de se dire j'étais peut-être pas au courant tout de suite, mais vous avez eu besoin, à ce qu'on entend, de ramener du sens et cet intérêt. Comment est-ce que tu t'es senti, comment tu traverses ça, et même à 14 ans, enfin c'est très beau. Donc bien sûr, ça soulève la question de on dit pas, qui dit pas, et vous avez raison de le dire, Martin. Ça dépend toujours des cas de figure, des familles, des contextes. Il n'y a pas une règle d'or par rapport à ça, mais ce que j'aime beaucoup dans votre témoignage, c'est finalement, ça m'a permis de lui demander après, mais toi, comment tu as vécu ça? C'est ça qui est très, très délicat aussi. Ouais, exactement. Puis aussi ça permet même de comprendre comment on réagit aussi d'autres personnes de notre famille, de comprendre aussi pourquoi il y avait ce soudain rapprochement, parce que c'est vrai qu'on a eu un moment où on a senti aussi qu'on avait beaucoup plus de présence, c'est-à-dire que quand on se voyait, il y avait beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus presque de plus profiter de l'instant T, de moins mais est-ce que de choses génériques et de plus parler de là maintenant, qu'est-ce que tu apprécies maintenant. Et c'est vrai que j'ai senti ce changement-là. Et a posteriori, j'ai compris que c'était lié à ça au niveau de la temporalité, que c'était lié. Mais c'est vrai que sur le coup, je l'ai pas forcément ressenti, mais avec un peu de recul, on ressent aussi cette plus de proximité finalement avec la personne. Vous disiez ça, je suivais le début de l'émission sur ma radio. Vous disiez que, alors pour le coup, c'était un conjoint, mais je me rapproche de cette sensation-là, qui est ça lie encore plus en fait finalement que ça ne repousse finalement.
Oui, bien sûr. De toute façon, quand on parle vrai, on se rapproche. C'est parler de choses qu'on traverse. Mais peut-être aussi que ça vous a renvoyé à la perte de votre grand-mère, qui a certainement été une grande épreuve pour un enfant. Et c'est peut-être ça aussi qui a été important pour vous. Peut-être aussi. Oui, pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Je pense qu'effectivement il y a aussi pour le coup, vu qu'on était vraiment petits, c'était on dit nous parce que j'ai un frère, on a été peut-être vraiment mis de côté pour le coup, parce qu'à l'époque j'avais 5 et lui 3, quelque chose comme ça, ou 6 et lui 3, donc c'est vrai que on ne nous a pas vraiment mis dans le processus de guérison quand elle était à l'hôpital, etc. On a vu certains moments notre mamie à l'hôpital, mais c'est vrai qu'on nous a quand même relativement éloignés. On nous a pas, entre guillemets, fait endurer toute la partie où elle était mal. Est-ce évidemment, c'était pour vous protéger, mais ça veut bien dire aussi que quand on est enfant et qu'on perd un être cher, et une grand-mère, c'est souvent quelque très important, il faut faire attention et peut-être plus en parler aux enfants. Et je pense que c'est pour ça peut-être que ce témoignage de votre tante, qui certes c'est une tante, c'est quelqu'un de votre famille, mais je pense que ça a réactivé quelque chose de votre enfance peut-être, oui, en effet. En tout cas, merci de ce témoignage, Martin, merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue avec le C'est maintenant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Sandy Boulanger, c'est maintenant qu'on va entendre ce que Frédéric a à nous raconter, quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais dit, et nous sommes ravis de vous accueillir. Frédéric, bonjour. Bonjour Sandy, bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Ça me fait un peu drôle. Pardon. Oui. Pourquoi ça vous fait un peu drôle de parler devant juste Sandy et moi? On est juste toutes les trois. Oui, c'est ça. C'est ça, Oui, tout à fait. Donc vous êtes transgenre. Je pense que vous aviez peut-être envie qu'on le dise. Oui, je suis une femme transsexuelle, c'est ça. Oui. Vous voulez dire transsexuelle? Parce que je sais qu'aujourd'hui on n'aime pas dire transsexuelle. On préfère ne plus mettre le mot sexe dans la question du genre. Oui, je suis d'accord avec ça d'ailleurs. Oui, donc vous êtes une transgenre, et puis voilà, et ceux qui comprennent pas, tant pis, ils ont qu'à s'instruire. Absolument. Et donc vous voulez nous raconter cette phrase magique qui vous a sauvé, c'est ça? Ah oui, complètement. Alors racontez-nous, oui. Quand j'ai décidé de rentrer dans le protocole trans après 4 ans de souffrance personnelle, je suis rentrée dans le protocole trans de l'hôpital Tenon à l'origine, c'était l'hôpital Cochin, et puis ensuite l'équipe a basculé sur l'hôpital Tenon. Et le protocole trans en France s'est fait de telle manière qu'il y a un psychiatre référent, un endocrinologue et puis un chirurgien. Donc c'est une commission tripartite qui juge effectivement de la validité et de la véracité de votre symptôme, qu'on appelle le syndrome de Benjamin, ou la dysphorie de genre. Et moi, j'étais dans ma souffrance, j'arrivais pas à sortir de ça et je me sentais pas bien dans mon corps. Donc j'ai commencé le protocole et puis j'ai passé des étapes, une à une, jusqu'à l'opération et jusqu'à la réassignation donc de mon appareil génital et de mon identité en tant que femme. Mais avant ça, j'étais bloquée parce que j'étais enfermée dans une peur viscérale d'affronter mon père et ma fille. Et je ne savais pas comment aborder le sujet avec eux. Pourquoi? Parce que vous aviez peur d'être rejetée, vous aviez peur de ne pas être comprise, j'imagine, de toute façon. Oui, un peu des deux. Parce que dans l'esprit de mon père, c'était qu'il allait perdre son fils, et dans l'esprit de ma fille, elle allait perdre son père. Oui. Donc ça a été... Ça a été assez compliqué à aborder. Et bon, j'ai suivi le protocole de manière tout à fait normale, bien suivie, parfaitement prise en charge. Et à chaque séance avec le psychiatre, chaque consultation, on avançait. Et puis il me disait, je comprends pas pourquoi ça bloque maintenant pour vous. En fin de compte, on est arrivé au bout de ce qu'on devait faire. Et c'est à vous de faire le reste. Et
J'y arrive pas. Et est-ce que finalement, pour que les auditeurs comprennent bien, hein, est-ce que finalement aller jusqu'au bout, quelque part, c'était peut-être déplaire à votre père ou à votre fille, et donc ça bloquait, quoi, en fait. C'était ça. C'est exactement ça. C'était ça, hein, oui. C'est tout à fait ça. Pour vous, il fallait aller jusqu'au bout, mais pour eux, vous pouviez pas aller jusqu'au bout, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un dilemme psychique qu'on peut comprendre. Ah oui, on est enfermé dans une prison interne dont on n'arrive pas à sortir, dont on voit pas l'issue, quoi. On se dit, il n'y a pas de porte, il n'y a que des fenêtres avec des barreaux, et on tourne en rond. Sauf que, comme je le rappelle souvent, Frédéric, la personne la plus importante, c'est vous. Et donc, il faut aller au bout de vous, de vous-même, hein. Ben, c'est ça. Lors d'une consultation, il a arrêté le sujet qu'on était en train d'aborder pour diverses raisons. Et puis il a arrêté, il s'est posé, il m'a dit, mais est-ce que vous n'en avez pas marre de souffrir? C'est joli. Hein. Et là, je me suis posé, 30 secondes en le regardant et puis en intériorisant un peu, mais j'ai dit, mais oui, mais il a raison, il a 1000 fois raison. Pourquoi je continue à souffrir alors que je suis là où je voulais être, où j'ai toujours voulu être? Et vous étiez dans son regard. C'est notable, hein, ce que vous dites. Hein, c'est que vous vous êtes posé, vous l'avez regardé. Oui. Lui vous regardant. C'est une réassignation aussi, hein, quelque part. Hein, c'est très très fort quand même comme moment, même si ça peut paraître être très éphémère, mais j'imagine que c'est impactant, oui. C'est-à-dire que la phrase qu'il vous dit à ce moment-là, vous êtes apte à l'entendre. Et apte à dire non, ça suffit là, il faut que j'y aille, quoi. Et c'est aussi une autorisation quelque part, d'une manière assez habile. Oui, c'était lui en fait qui validait en fait. La première étape, ça a été quand il m'a annoncé que mon cas en commission était approuvé pour l'opération de réassignation, où j'ai fondu en larmes et que je l'ai regardé en lui disant donc je ne suis pas une imposteur. Il m'a dit non madame. Il m'a dit non madame, vous ne l'avez jamais été. Et en me faisant le résumé entre la première consultation où je suis arrivé très amère, très en colère, très craintive aussi quelque part, et en avoir maintenant avec lui une relation quasi amicale, parce qu'il ne faut pas non plus déborder du rôle, chacun doit rester dans ses prérogatives, moi patiente et lui spécialiste. Oui, mais en équité. Chacun à sa place, mais en équité. Voilà, c'est ça. C'était de me dire, mais en fait, j'ai une chance extraordinaire parce que ce professionnel m'a amené jusqu'où je voulais aller. C'est lui qui a validé, c'est lui qui a dit que ma démarche était sincère, qu'elle était fondée, que je n'étais pas une imposture pour personne, surtout pas pour moi-même. Et qu'à partir du moment où je m'assumais complètement maintenant tel que j'étais, c'était à mes proches de recevoir ça. Mais votre fille avait quel âge à ce moment-là? Que je lui dise 32 ans. 32 ans, oui. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment depuis très longtemps, la question trans, donc j'ai remarqué que les enfants l'acceptent très très bien dans l'ensemble. Ça m'a rendu encore plus fusionnel avec ma fille. Oui, vous voyez, c'est ce que vous voyez, vous confirmez ce que j'entends, hein, depuis que j'écoute des personnes trans. Les enfants généralement l'acceptent très 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 bien. Les parents, c'est parfois plus complexe, c'est sûr, mais ça m'étonne pas du tout. Votre fille, elle vous prend tel que vous êtes, à la fois comme votre père, comme son père, et puis comme une femme. Moi, ce que je trouvais fort, pardon, je vous coupe Frédéric, ce que je trouvais très fort, et puis vous allez peut-être me dire, mais c'est cette histoire de regard, de ce médecin qui est là pour vous accompagner, pour vous écouter, vous entendre, vous reconnaître, un regard qui autorise par rapport à cette peur du regard de votre père, du regard de votre fille. Et vous disiez, vous aviez peut-être peur que votre père perde son fils et que sa fille perde son père. Mais en fait, votre père, il a toujours eu un enfant, et votre fille a toujours eu un parent. C'est exactement la phrase que vous venez de dire, c'est-à-dire que mon père, une fois digéré la chose, parce qu'il lui a fallu un peu de temps. Bah oui. Parce que depuis la mort de ma mère, il n'y avait plus que moi. Et mais de toute façon, une fois qu'il a eu digéré,
De toute façon, il voyait bien votre père que vous alliez pas très bien, donc de toute façon, ça l'a aussi soulagé parce que ça l'a aidé à vous comprendre et à vous aimer tel que vous êtes. Oui, c'est ce qu'a dit Sandy, mais en fait, il m'a dit exactement ça. C'est-à-dire qu'il m'a dit, et de toute façon, en fait, compte, oui, comme vous avez dit, soulagé. Il m'a dit, mais tu es toujours mon enfant. Oui. Et vous êtes toujours le parent de votre fille. Oui, mais en plus, ça a changé la nature de la relation. C'est-à-dire que, autant comme garçon, j'avais une relation relativement conflictuelle avec mon père, d'autant que je travaille avec. Et donc, ça pouvait être des situations qui étaient tendues. Et à partir du moment où on est enfin basculé comme étant moi toute seule, sa fille, la nature des rapports a complètement changé. Et il y a plus d'étreinte, il y a plus de câlins, c'est beaucoup plus calme. C'est autre chose, c'est une autre relation avec ma fille. Bon, ça a toujours été magique. Mais ça parle d'équité encore, ce que vous racontez là. Hein. Cette équité avec votre père qui n'est pas que votre père, c'est aussi un homme, un adulte. Et donc il a certainement aussi rencontré l'adulte que vous êtes. Mais c'est tout. Et merci beaucoup de ce témoignage qui est très riche parce que ça montre bien que tant qu'on n'est pas soi-même, quel que soit l'être qu'on va être, eh bien tant qu'on n'est pas soi-même, on n'a pas des vraies relations avec nos proches. Et quand on devient soi-même, quel que soit le parcours qu'on fait pour devenir soi-même, eh bien enfin on a des vraies relations avec les êtres qui nous aiment et qu'on aime. Donc voilà, moi c'est un peu, c'est presque une sorte de conte que vous nous avez raconté, Frédéric, et je vous en remercie vraiment beaucoup. Puis la morale de l'histoire, Frédéric, c'est cette question. Redites-nous votre question. Qu'est-ce qu'il vous a demandé, ce médecin, pour que ça... Il m'a dit, texto, n'en avez-vous pas marre de souffrir? Bah ouais. Ça, c'est super, non? Et voilà, et tant qu'on n'est pas soi-même, on souffre. Donc soyons tous, acceptons tous d'être la vraie personne qu'on est à l'intérieur de soi. Merci Frédéric. Merci vraiment. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. On va partir sur un 69, tiens, tout d'un coup. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Sandy Boulanger, on va parler du 69. Je crois que à peu près tout le monde connaît le 69. En tout cas, tous ceux qui écoutent cette émission, hein, c'est une pratique qui fait partie des préliminaires où on se met, c'est un tête à queue en quelque sorte. Hein, voilà, c'est la pratique donc qui permet le mieux la jouissance spontanée, simultanée, pardon, pas spontanée. Si vous voulez, vous voulez qu'on en parle. Pourquoi pas, hein, après tout. Donc chaque partenaire se concentre sur sa caresse bucco-génitale qu'il pratique et sur ce qu'il reçoit. Hein, donc voilà. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout et des personnes qui adorent. Hein, donc chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut, hein, bien sûr. En règle générale, il faut prendre son temps et la femme doit plutôt se concentrer sur la montée de son plaisir, tandis que l'homme doit un petit peu retenir son excitation afin de ne pas éjaculer trop tôt. Et si on respecte ce principe, en règle générale, c'est quand même durant le 69 qu'on peut le plus facilement avoir un orgasme spontané, à condition évidemment de bien connaître son partenaire. Je pense pas que deux personnes qui se rencontrent la première fois réussissent un 69. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas. Bref, si vous n'y arrivez pas du premier coup, il faut un petit peu s'entraîner. Hein. L'essentiel, c'est évidemment de toute façon de ne pas laisser l'autre sur sa faim, ou alors pourquoi pas. Hein. Et puis, je veux dire, sur un bien entendu. Oui, ça peut être un ou jeu. Même un malentendu, après tout. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une pratique, je trouve quand même, qui a l'intérêt d'être vraiment à l'aise dans son corps et à l'aise dans le donner et le recevoir. Et c'est en ce sens qu'il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec le 69, parce qu'il faut à la fois savoir donner et recevoir en même temps, ce qui demande un vrai lâcher-prise en quelque sorte. C'est exactement ce que je voulais vous dire.
C'est une histoire qui est dans le don et la réception. Et ce que vous disiez sur cette porte d'entrée au plaisir simultané, c'est parce que au début, on va se concentrer soit effectivement sur le plaisir de l'autre, ou soit plus sur son plaisir à soi. Et finalement, c'est là où s'ouvre la porte d'Alice au Pays des Merveilles, en se disant que je prends autant de plaisir à faire ce que je suis en train de faire que de recevoir. Et c'est là où c'est un peu assez magique et délicieux, cette posture. C'est que du coup, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus d'où vient le plaisir. Et c'est pour ça que c'est assez et moi, fabuleux. c'est ce que je trouve vraiment passionnant dans le 69, c'est qu'il y a vraiment cette capacité à la fois de donner et puis en même temps d'être capable d'être réceptive à ce qu'on reçoit. Et ça demande, ça demande beaucoup une bonne relation à son corps, à ses sens. Bonne complicité. Et c'est pour ça que je trouve que même si a priori vous n'êtes pas pour, essayez quand même un peu, apprivoisez-vous et vous verrez que ça peut être vraiment... oui, mais c'est comme le palais, hein. Des fois, on n'aime pas les choux de Bruxelles quand on est jeune et puis on les adore en grandissant. C'est une posture qui vaut le coup d'être visitée. Et s'il y a aussi un petit quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est soyez toujours confortable. Oui, et plutôt la position, les petites cuillères, que l'un sur l'autre, par exemple. Ou alors, vous voulez faire un petit cours en plus de pilates, renforcement musculaire, mais du coup, ça va dévier. Ça va pas être simple. Ça va dévier, en fait, ce relâchement au plaisir et cette complicité du don-réception. Parce que quand on n'est pas confort, au bout d'un moment, on est en tétanie, on tremblote. Des crampes, des mal quelque part. Donc, il faut être confort. Très confort, absolument. Et puis, avec Passage du Désir, c'est le moment où on va jouer sur Sud Radio. Et vous savez que Passage du Désir va vous offrir un pack de 5 objets du plaisir, avec peut-être des jouets, des crèmes, c'est un pack avec 5 objets de Passage du Désir. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, j'ai le plaisir de l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer par SMS Brigitte au 72018. Voilà. N'hésitez pas, vous serez peut-être... beau cadeau, Ah oui, c'est un joli cadeau. Puis ça peut aider pour le 69 peut-être. Dans le paquet, il y a peut-être quelque chose qui peut aider pour le 69. Et puis la voix, c'est important la voix quand on fait de la radio, Sandy Boulanger, n'est-ce pas ? Quand on fait l'amour aussi. Oui, et la voix, elle est très révélatrice de qui on est, n'est-ce pas ? Céline Pelletier, merci d'être avec nous, bonjour. Eh bien, je suis ravie, vraiment, et ça m'a bien inspirée. La voix, bien évidemment, qu'elle fait partie, ça peut aider, à relâcher la voix. Bon, alors justement, vous êtes l'autrice de ce livre, La voix... avec un X, donc la voix guérisseuse, soigner son corps, son cœur et son âme par la voix. C'est aux éditions Erol, et donc justement vous allez nous en parler de cette voix et de cette pratique que vous faites avec vos patients et vos patients. Alors moi, comme je suis chanteuse au départ, donc la voix c'était plutôt la performance. Ça peut être intéressant aussi par rapport aussi à la sexualité. Et puis à un moment donné, j'en avais un peu marre, juste de me faire applaudir, j'ai envie de dire, ou de vraiment aller chercher que de la technique. Et je sentais que la voix avait des vertus d'apaisement. Déjà, les gens en concert me disaient « mais c'est dingue, parce que ta voix m'apaise, il y a quelque chose qui se passe quand tu chantes, etc. » Et après, je me suis formée donc à la sonothérapie, à la sophrologie, et je suis allée beaucoup plus loin. Et j'ai vu que la voix était déjà un peu plus pour... plus de monde que juste être chanteuse ou chanteur, et qu'elle avait des vertus d'épanouissement, de détente. Et bien évidemment, quand on travaille sur sa voix VOX, on travaille sur notre voix VOIE. Et c'est très lié à la sexualité, parce que quand on débloque ce chakra de la gorge, parfois ça va mieux aussi en bas. Qui est le chakra de la communication par excellence en plus. Complètement. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est comment un enfant peut être calmé par la voix de l'un de ses parents. Moi j'ai des chiens, comme le sait Sandy, et c'est extraordinaire comment l'intonation va faire que je le voyais aussi avec les chevaux, mais c'est pareil avec les enfants, parce que les enfants sont très proches de l'animal dans ce sens-là. Parce que c'est la vibration. C'est un timbre, c'est une fréquence.
Et moi qui ai pris un petit peu des cours de chant pour enregistrer quelques chansons, ça a été une épreuve terrible pour moi. Okay. Je me suis rendu compte aussi comment notre voix nous renvoie à nos blessures d'enfant. Complètement. Vous êtes d'accord? Et vous en le dites, fait, d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que la voix, c'est un super moyen de communication. Il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas, voilà, c'est quand même... Et puis il relie le corps, l'esprit. Mais souvent, il y a beaucoup eu de blessures, de croyances. Tais-toi, tu parles trop fort. À l'époque, souvent... T'as une voix criarde. T'as une voix criarde de casserole. Et d'ailleurs, en ce moment... on critique beaucoup les voix des femmes, par exemple, parce qu'elles seraient moins... d'abord, elles portent moins. Dans une réunion où il y a des hommes et des femmes, souvent la femme a plus de mal à s'exprimer, à s'affirmer, etc. Enfin, c'est très, très intéressant. Hein, quand on s'exprime en parlant, ou même, alors là, en chantant encore plus, on est à nu. Même si on est habillé, et c'est pour ça que les gens, des fois, pleurent ou n'osent pas, parce que on peut pas mentir en chantant. En parlant non plus, mais en chantant quand même, on est vraiment à nu. Et moi, j'adore faire chanter des gens qui ont jamais exploré leur voix et qui se découvrent à travers cette voix. Et ça aide énormément. Le but de votre livre, La voix guérisseuse, c'est de montrer à quel point travailler sur sa voix peut permettre de se sentir mieux, de s'affirmer en tant qu'être. De prendre sa place, de s'affirmer, de se sentir mieux dans son corps. Parce que quand on chante, par exemple, eh bien, on respire mieux, déjà par le ventre. On travaille le périnée. Et puis, on a une posture, voilà. Et puis, l'articulation, le nombre de... Moi, quand j'ai travaillé dans les maisons Alzheimer, la première chose qui est un peu en déficience, c'est aussi la mâchoire. On n'articule plus. Les gens, donc la bouche, le côté d'articuler, de la sensualité aussi. Hein. C'est tout ça, quoi. C'est beaucoup de choses, la voix, en fait. Mais est-ce que c'est pas finalement par la respiration qu'on améliore sa voix? Ah oui. Alors, en fait, moi, avant que je travaille, je dirais ici, je demande aux personnes vraiment comment tu respires, comment tu es dans ton corps, les émotions, les sensations, la détente. Et après, on verra la voix. Parce que si le diaphragme est un peu bloqué, de toute façon, la voix, elle va être un peu trop haute, enfin un peu mal posée. Complètement. Et on entend, maintenant j'arrive à entendre quand une personne dit oui, je vais très très bien, en fait sa voix, on sent que c'est bloqué. Je me dis tiens, je comprends sa vibration, j'entends plus que ces mots à la personne. Et alors c'est rigolo parce qu'à un moment vous vous dites que la voix c'est le miroir de votre âme. Et moi je sais que puisque je travaille beaucoup grâce à ma voix depuis plus de 20 ans, et je ne sais plus quand j'avais écrit dans le dictionnaire de la radio, j'avais dit si les yeux sont les fenêtres de l'âme, la voix est la porte de l'âme. Et c'est un peu ce que vous dites aussi dans votre livre. Complètement. C'est tellement révélateur de beaucoup, beaucoup de choses, de notre être profond, en fait. Et on peut tomber amoureux d'une voix. Hein. Je veux dire, moi, mon compagnon, il a une voix extraordinaire. Il est chanteur aussi, mais je crois que j'ai plus au départ aimé sa voix, son timbre. Mon ex-mari m'avait dit qu'il était tombé amoureux de ma voix. Oui. Mais oui, mais c'est sûr. Alors après, faut que ça colle avec le reste. Mais ça a collé pendant pas mal d'années. Super. Ça va. Mais c'est magnifique, une voix, c'est tellement... Et d'ailleurs, les femmes aiment les voix d'hommes assez fortes. C'est intéressant. Dans les graves, dans le côté... Et les hommes aussi ont à développer leur voix. Hein. Ah, bien sûr, il y a des hommes qui n'ont pas du tout la voix posée, bien sûr. Et on sent s'ils sont enracinés, s'ils sont dans leur masculin, s'ils sont vrais, sincères, ou s'ils sont dans du contrôle. Complètement. Ouais. C'est incroyable. Et alors chanter, bien sûr, j'invite toutes les mamans, on parlait des enfants. Moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Bientôt, ça va être les fêtes de Noël. Allons-y, offrons tous une chanson à quelqu'un. Et j'avais une patiente que j'accompagnais, elle me disait, mais j'ai tellement peur de chanter devant mon mari. Je dis, alors c'est génial, parce que moi, quand on me dit ça, je saute dessus. Alors, c'est bientôt les fêtes. Je t'invite à ce challenge, offre-lui une chanson. Et son mari, qui était assez critique, jugeant, quand elle lui a fait, il a même pas pu parler. Il a rien dit, tellement il était... Et il lui a dit, c'est un des plus beaux cadeaux que tu m'as fait.
Oui, mais vraiment c'est un joli livre et je le conseille à ceux qui nous écoutent. Et puis vous parlez du chiffre 7, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel et puis il y a 7 jours de la semaine et puis il y a 7 notes de musique. Oui. Moi je travaille beaucoup aussi avec l'alignement, donc les chakras et la voix. Et en fait je suis sophrologue aussi et j'ai vraiment adapté aussi des pratiques physiques simples. Au lieu simplement par exemple d'expirer, je demande à la personne de chanter simplement le son A. Et c'est incroyable, rien que ce son-là, déjà, comme ça détend. Moi, je vois vraiment des transformations. Une petite anecdote, une dame de à peu près 70 ans qui dit, voilà, je viens travailler avec vous parce que mon mari, j'arrive pas à en placer une, quoi. Ça fait des années. Je dis, oui, je comprends. Il serait temps, oui. Il serait temps. Je suis passée par là aussi, mais j'ai peut-être un peu plus tôt. Et on a travaillé sur la parole, l'expression de soi, etc. Et je lui dis surtout, donnez pas mon téléphone parce que ça va bouger. Votre mari, je pense qu'il va être un peu stressé. Et c'est vrai que ça bouge les lignes. Et donc après ça s'est mis en place, mais elle a vraiment changé simplement pour prendre la parole en fait. Eh bien, merci Céline Pelletier. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie, c'est aux éditions Erol, La voix guérisseuse. Soigner son corps, son cœur et son âme par la voix. Je vous invite tous et toutes à prendre soin de votre voix. Merci beaucoup, Céline Pelletier. Merci. Et dans un instant, on va conclure avec Aurore qui va revenir sur la question du cancer du sein, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous et merci d'être avec nous pour cette journée Octobre Rose qui dure tout le mois d'octobre, bien sûr, mais bon, c'était important qu'on en parle dans cette émission. C'est l'après-cancer du sein que vous avez eu envie d'aborder, Sandy Boulanger, avec nous parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur puisque vous travaillez beaucoup avec des patientes et des patients, puisque vous travaillez beaucoup avec des personnes qui ont des cancers, mais là, plus particulièrement, on est sur l'après-cancer du sein et c'est Aurore qui prend la parole. Bonjour Aurore, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Aurore. Alors, mon histoire, elle est un peu particulière. J'ai eu une relation très compliquée avec un homme qui a duré des années. Il n'arrivait pas à quitter sa famille pour moi. Alors, on était ensemble, on se quittait. Enfin, ça arrivait à peu près tous les mois. Et je vais dire qu'en désespoir de cause, il a eu un cancer du pancréas qui l'a fait partir en 2 mois. Ça a été la manière de choisir. Et 3 semaines après son départ, moi j'ai eu un cancer du sein gauche. Voilà. Donc c'était il y a quelques mois. Et on m'a enlevé les 3/4 du sein gauche, à peu près. C'est fou parce que sur un plan symbolique, vous perdez l'être que vous aimez quand même, tout à fait. Bien sûr, et le sein gauche, qui est évidemment le côté masculin, comme le dirait Michel Oudoul. C'est une double épreuve. Enfin, c'est difficile de vivre tout ça pratiquement en même temps. Oui, c'est ça. Et alors, j'avais été dépistée 1 an avant. Oui. Et ma gynécologue m'avait dit, quand j'étais allée la voir, elle m'avait dit c'est bon, ça fait qu'1 an, vous n'êtes pas à risque. Et j'ai reçu un papier d'Arcade, de la prévention, et je me suis dit je vais quand même y aller. Et j'ai bien fait parce qu'ils m'ont dit vous avez très bien fait de venir, même si ça faisait qu'1 an et qu'il y a 1 an il n'y avait rien. Parce que si vous aviez attendu l'année prochaine, on vous aurait tout enlevé. Et donc, le message que je veux faire passer aussi, c'est n'hésitez pas à vous faire dépister. Une mammographie, ça fait plus du tout mal, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, ça faisait mal, je trouve. Et là, maintenant, ça fait vraiment plus du tout mal. Et pourtant, j'ai une grosse poitrine, ou peut-être que ça aide, justement. Non, c'était pas ça. Même sur des toutes petites, ça pouvait être douloureux. C'est vrai que maintenant, il y a des techniques où ça peut être dérangeant, mais ce n'est plus douloureux. Oui, c'est ça. C'est plus douloureux comme avant. Et puis même si ça fait un petit peu mal, c'est rien. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Et puis surtout, peut-être, ce que vous dites aussi dans votre message, c'est lorsqu'on a un choc émotionnel, peut-être effectivement que ça vaut le coup, d'avoir peut-être justement un peu plus de prévention sur la santé. Oui, en fait, moi je le sentais, je sais pas, j'avais une petite voix qui me disait d'y aller.
Je sais que c'est quelque chose que mon compagnon craignait beaucoup, que je sois malade, que j'ai un cancer. C'était quelque chose qui craignait beaucoup. Alors, je sais pas si c'est sa petite voix qui me l'a dit, mais voilà, j'y suis allée. On m'a enlevé une partie du sein gauche et moi j'ai l'impression que ça se voit pas. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie que ça se voit. Mais en tout cas, alors je vais vous dire, que ça se voit ou que ça se voit pas. Si vous vivez bien comme ça, ne changez rien, quoi. Parce que c'est vous d'abord. Si vous avez le sentiment que vous êtes bien comme ça et que quelque part, il est parti, et une partie de votre sein est partie et que tout ça a du sens pour vous, ne bougez, ne changez rien, quoi. C'est ça. Et bon, moi je me dis que c'est le mauvais de notre histoire qui est parti, et puis il me reste que le bon. Et en fait, quand on m'a annoncé ce cancer, ça m'a même pas affecté. J'ai même pas eu peur. J'ai eu l'impression que c'était un peu ce qu'il fallait payer pour tourner la page, quoi. Oui, mais c'est ce qui vous aide, c'est parce que vous y mettez du sens. Après, les autres pensent ce qu'ils veulent, mais vous mettez ce sens-là, et du coup, quelque part, c'est presque votre épreuve à vous aide à subir cette perte quand même de quelqu'un que vous avez aimé, mais qui finalement, vous l'avez dit d'une manière assez jolie d'ailleurs, il n'arrivait pas à choisir et donc il a préféré partir, quoi, au sens. Au sens propre. Voilà, donc je voulais surtout passer le message, faites-vous dépister, n'hésitez pas, il n'y a pas de douleur, vraiment n'hésitez pas. Et puis si on vous annonce que on vous trouve quelque chose de cancéreux, c'est pas non plus la fin du monde, il faut, je sais pas si le fait de bien le prendre aide à mieux le surmonter, mais je pense que oui quand même. Le fait de bien le prendre aide à le surmonter, mais ça n'aide pas spécialement non plus tant pour une meilleure intégration des traitements. Par contre, c'est sûr que ça aide. Ça vous aide, vous, dans la traversée du désert, et puis ça aide aussi vos proches qui sont autour de vous. Donc, c'est effectivement aidant. Et puis, ça permet peut-être aussi d'avoir cette énergie un peu d'alchimiste aussi. Parce que le sens que vous donnez à votre maladie, Aurore, ça vous permet aussi, justement, dans cette symbolique, d'avoir des choses très concrètes qui vous soutiennent et qui vous permettent d'avancer. Donc, je pense aussi que des fois, d'avoir ce soutien, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des soins de support parfois autour de soi, parce que on n'a pas tous une petite Aurore à côté de nous qui comprend super bien les choses et qui chemine. Et bon, malheureusement, vous avez eu deux coups sur coup comme ça, des expériences très difficiles, mais plutôt que de vous effondrer, en fait, ça a fait effondrer une partie de vous dont vous n'aviez plus besoin. Et puis, ça consolide autre chose. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est relativement récent tout ça. Donc, Aurore, je pense que pour l'instant, vous n'en avez pas encore, si je puis dire, les fruits de ce après. Donc, quand même, prenez bien soin de vous. Et puis, en effet, ça va donner un autre sens à votre vie, et vous allez certainement en comprendre beaucoup de choses un peu par la suite. Mais pour l'instant, prenez quand même bien soin de vous, parce que vous traversez quand même quelque chose qui est loin d'être anodin. Je trouve de toutes ces deux émissions qu'on a faites au sujet d'Octobre Rose ont été des émissions magnifiques. Je veux remercier toutes les femmes qui ont témoigné, qui ont toutes eu un message plutôt positif, mais je voulais quand même avoir une vraie pensée, et je pense, Sandy Boulanger, que vous allez en dire quelque chose, à toutes les femmes qui ont écouté, qui peut-être traversent cette épreuve avec beaucoup de difficultés. Eh bien, bon courage à elles, parce que c'est pas aussi rose que ça, si je peux me permettre. C'est pas rose, mais dans cette solitude et ces difficultés, il y a quand même quelque chose qui relie. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire cette émission et d'en parler, d'avoir ces témoignages. Parce que même au plus profond de cette solitude, et de cette traversée qui est toujours unique, il y a des liens. Il y a des liens qui se font avec nos proches, parfois avec les soignants. Et ça, c'est vraiment une partie qui est importante pour moi, que les soignants soient vraiment au cœur de ce soin. Et puis, c'est une mauvaise expérience de vie. C'est une parenthèse non enchantée, mais bon, comme il faut la traverser, autant
autant se faire accompagner le mieux possible. Et puis, parfois, il y a besoin de périodes un peu de solitude et d'être dans sa grotte. Et on a le droit d'être en colère. Enfin, voilà, on peut traverser toutes les émotions. Mais oui, moi, je suis d'accord avec vous, Brigitte. On pense fort à vous. Voilà. Merci en tout cas, Aurore, de ce témoignage. Merci. Et puis je trouve que c'est un témoignage formidable pour conclure, justement. Ouais. Merci à vous, Sandy Boulanger. Merci. Vous faites un travail remarquable et on a besoin de gens comme vous. Vous travaillez avec des personnes en fin de vie, avec des personnes malades. Vous travaillez aussi à écouter les aidants, comme vous aimez les appeler. Donc continuez votre travail. Et puis je rappelle que vous êtes l'autrice de ce livre, L'art du toucher. C'est aux éditions de la Musardine. Et vous avez également votre site, Le lien au cœur du soin. Voilà, tout de suite vous retrouvez Alexandre Dolevan et je vous souhaite à tous un excellent week-end.